Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Sbrer, directeur financier de Total. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous avez été nommé directeur financier de Total en août 2019, mais que vous êtes dans l'entreprise depuis plus de 30 ans. Exactement. Alors, avant d'évoquer un peu plus en détail la stratégie long terme de Total, je voudrais revenir sur une actualité un petit peu plus chaude. Vous avez présenté au troisième trimestre des résultats solides dans un environnement quand même extrêmement difficile et compliqué avec la crise de la Covid et la chute des cours du baril. Et donc, une question se pose, comment Total réagit face à la crise sanitaire ? Alors effectivement, la crise a été très violente, a été très rapide également, puisque nous avons dû faire face à la fois à une crise de la demande et également à une crise de l'offre. Alors, tout d'abord, notre priorité depuis mars a été d'assurer la continuité des opérations, évidemment dans le respect des règles pour protéger nos collaborateurs, et évidemment continuer à produire et continuer à distribuer les produits dont nos clients ont besoin. Alors, face à cette crise, dès le mois de mars, nous avons mis en place un plan d'action qui s'est articulé autour de 4 priorités. Donc, la première priorité, évidemment, c'est la sécurité, et essentiellement la sécurité sanitaire, je viens d'en parler. La deuxième priorité, c'est évidemment l'excellence opérationnelle. Dans ces moments un peu difficiles de crise, il est évidemment crucial de disposer d'un outil opérationnel en pleine capacité de production pour en tirer le meilleur parti. La troisième priorité, ça a été la maîtrise des coûts, la continuation de notre discipline forte en matière d'investissement et en matière de coûts opératoires. Qui avait été débuté bien avant d'ailleurs en plus. Alors effectivement, on a un plan là, depuis les années 2014 pour faire face à la chute des prix en 2015. Et donc on a annoncé qu'on allait faire cette année 1 milliard d'économies supplémentaires sur les coûts par rapport à l'année précédente. Et enfin, donc la quatrième priorité, évidemment, c'est la génération de cash, préserver notre cash, pour garder des marges de manœuvre dans un environnement extrêmement difficile. Alors, il est vrai, et vous l'avez souligné, que nos résultats du troisième trimestre ont montré finalement la résilience du groupe, dans un environnement de prix autour de $40 au baril. Oui. Et nous avons finalement, dans cet environnement, réussi à générer un cash flow de près de 4 milliards de dollars. On a même réussi, dans cet environnement de $40 au baril, à baisser finalement le ratio d'endettement du groupe. Il était de près de 24% à fin juin. Il était à 22% à fin septembre. Voilà. Et en plus, c'est évidemment un élément très important pour nous, donc maintenir la pression sur les coûts, continuer à baisser notre point mort. Et nous avons un point mort cash organique de moins de $25. Ça veut dire que dans un environnement de prix autour de $25, les projets sont rentables. Voilà, le cash généré par nos opérations, finalement, est suffisant pour couvrir nos investissements organiques. Bon, nous n'avons pas fait ça au détriment de la préparation de l'avenir également. Bien sûr. Donc nous avons continué à mettre en œuvre nos stratégies et je pense qu'on y reviendra, en particulier en continuant à investir sur les renouvelables. Eh bien justement, vous en parlez des renouvelables. Donc on vient de parler du court terme, mais c'est vraiment le défi de long terme de Total, c'est celui-là. C'est le défi climatique. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre annonce de neutralité carbone qui, je crois me souvenir, a été faite avant l'Investir Day, c'était en mai, je crois. Exactement. Et qui aura quand même un impact très important sur vos orientations stratégiques. Effectivement. Donc en mai, on a annoncé notre nouvelle politique climat, avec l'ambition d'atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de nos activités d'ici 2050, conjointement avec la société. Alors c'est une ambition effectivement forte et exigeante, et nous n'arriverons pas à mettre en œuvre cette ambition seule. Elle devrait être mise en place avec nos clients, avec les gouvernements, avec finalement les sociétés dans les pays dans lesquels nous opérons. Alors, pour atteindre cette neutralité carbone, il faut commencer par nos propres opérations. Et donc notre premier objectif, c'est de réduire l'empreinte carbone de nos activités, donc de nos sites industriels, ce qu'on appelle dans notre jargon le scope 1 et le scope 2. Ouais. Et donc on a une trajectoire de baisse en fait du scope 1 et du scope 2 donc en 2025. Et on a annoncé, à l'occasion effectivement de différentes communications avec nos investisseurs, qu'on avait l'ambition donc d'être net zéro, donc neutre en carbone sur l'ensemble de nos activités, scope 1 et scope 2, en 2050. D'accord. Bon. Maintenant,
il y a évidemment une partie des émissions dont nous ne sommes pas responsables. C'est le 3. Voilà, c'est le fameux scope 3. C'est le fameux 3, oui. Donc, c'est les émissions, effectivement, qui sont issues de la consommation des produits que nous vendons à nos clients. Oui. Donc, nous avons pris un engagement en Europe d'être net zéro, donc d'être neutre carbone en 2050, puisque l'Europe s'est elle-même donné ce propre objectif. Mais bon, je pense qu'également, on y reviendra. Tout à fait. En septembre, on a quand même donné un milestone, enfin un objectif très clair concernant donc, le scope 3 de nos émissions de carbone en Europe. Puisqu'on a annoncé qu'entre 2015, donc la date des accords de Paris, et 2030, nous baisserions de 30% les émissions scope 3 en Europe. Absolument. Alors, vous agissez sur votre mix de produits énergétiques pour atteindre la neutralité carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, en fait ? Alors, en fait, nous allons continuer à croître, à produire plus d'énergie, puisque la planète, avec en particulier l'augmentation de la population, va avoir besoin de davantage d'énergie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour finalement réussir à baisser l'empreinte carbone de nos produits, il faut jouer sur le mixte des produits que nous allons offrir à nos clients. Et donc, c'est ce qu'on a annoncé en septembre dernier devant nos investisseurs. Oui. C'est la transformation du groupe, finalement, en un groupe multi-énergie, donc autour de 4 axes. Donc, le premier axe fort de cette stratégie, c'est le gaz naturel. D'accord. Bon, le gaz, c'est par essence l'énergie de la transition, hein. Le gaz, par exemple, pour produire de l'électricité, ça émet 2 fois moins de carbone que le charbon. Donc nous croyons vraiment au développement du gaz. Hein. D'ailleurs, finalement, même dans les temps de crise, là, depuis 2015, en moyenne, la demande de GNL a augmenté de plus de 10% par an entre 2015 et 2019. Et même en 2020, avec la crise, sur le premier semestre, les chiffres que j'ai en tête, c'est 7% de croissance du GNL entre premier semestre 2020 et premier semestre 2019. Donc nous croyons dans le développement du gaz naturel. Nous sommes numéro 2 du GNL dans le monde. Et donc nous allons continuer cette stratégie d'intégration finalement de nos positions donc, sur l'ensemble de la chaîne GNL. Et nous allons continuer et doubler finalement nos ventes de GNL entre 2020 et 2030. Bon, deuxième axe, c'est évidemment l'électricité. Bon, l'électricité, c'est l'énergie du 21e siècle. Donc nous voulons être présents et nous voulons être un acteur majeur en matière d'électricité dans les années qui viennent, en particulier de production d'électricité à partir de renouvelables. D'accord. Troisième axe, évidemment, le pétrole, les liquides. Encore un peu, quand même. Voilà. Bon, même en 2050 et même dans un monde neutre en carbone, il y aura toujours une demande de produits pétroliers, hein, puisqu'il y a des usages du pétrole qui sont non substituables. Bon, notre objectif, c'est de nous positionner sur des actifs à point mort bas, et donc finalement de privilégier la valeur sur le volume. Et enfin, pour atteindre la neutralité carbone, il faudra mettre en place et investir dans des puits de carbone. Alors des puits de carbone dits naturels, alors c'est les forêts, donc c'est la reforestation, c'est le maintien de zones humides, de mangroves, ou alors c'est des puits de carbone artificiels, donc ce qu'on appelle des CCS, donc des carbon capture, finalement de la capture de carbone et du stockage de carbone dans des réservoirs déplétés. Donc finalement, cette stratégie, c'est la transformation de Total en un Total Énergie avec un grand S. Voilà. Et on pense que c'est la meilleure façon de créer de la valeur pour nos actionnaires, la transformation du groupe en ce groupe multi-énergie. Alors, ce qui a surpris, en fait, lors de cette journée investisseur et aussi lors de la publication des résultats du troisième trimestre, c'est que vous avez annoncé une hausse de vos productions à l'horizon 2030. Alors, si je ne me trompe pas, les majors, et BP en particulier, n'ont pas du tout fait comme ça, et BP annonce une baisse de sa production. Donc, C'est vrai, c'est une différence majeure par rapport à certains de nos concurrents. Oui. Une nouvelle fois, on pense qu'avec l'augmentation de la population, le monde aura besoin de davantage d'énergie, et donc nous allons produire plus d'énergie. Donc c'est le graphique que vous voyez sans doute à l'écran. On produit aujourd'hui en gros l'équivalent de 3 millions de barils par jour. À horizon 2030, on produira 4 millions de barils par jour. La croissance de cette production viendra pour moitié du gaz, essentiellement du GNL, et pour moitié de l'électricité, dont je parlais tout à l'heure, essentiellement donc produite à partir de renouvelables. La production de liquide, de pétrole, devrait rester stable entre 2020 et 2030. Je dirais que
ces objectifs nous paraissent réalistes, hein, dans la mesure où finalement, nous avons déjà en portefeuille les actifs qui vont nous permettre de délivrer cette production à horizon 2030. On y reviendra tout à l'heure, j'imagine, sur la partie renouvelable. Et sur la partie GNL, on a dans nos portefeuilles les ressources nécessaires pour croître cette production de GNL sur la décennie. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous vous exprimez en pétajoules maintenant, au lieu de parler de barils de pétrole par jour. C'est vrai. Alors je pense que ça veut dire multi-énergie, non? C'est ça. Exactement. C'est le témoignage de la transformation du groupe. Alors c'est vrai qu'on était tous habitués, en particulier chez nous, à communiquer, à avoir on a des références. Voilà, les références en millions de barils par jour. Donc on a continué, au moins pour l'instant, à communiquer avec des doubles échelles, donc en millions de barils par jour équivalent, et en pétajoules par Comme ça, vous ne nous perdez pas en route. Voilà. Mais c'est tout à fait logique et c'est le sens de l'histoire. On est un groupe énergéticien, multi-énergie. Et d'ailleurs, on est parmi les groupes, on est le groupe français qui produit plus d'énergie en France. Alors comment cette transformation, puisque c'est quand même une transformation du groupe, comment est-ce qu'elle va se traduire en termes de vente ? Alors, en fait, en termes de vente, nous allons augmenter nos ventes, en particulier, donc, comme je disais tout à l'heure, en matière de gaz et en matière d'électricité. Donc, nos ventes de produits pétroliers, de liquides, vont elles baisser, à peu près 30% entre 2019 et 2030. Elles représentaient plus de 50% du mixte. Elles ne représenteront plus que 30% à horizon 2030. Et vous voyez la part grandissante donc prise par le gaz naturel, en particulier le GNL, dans ce mixte énergétique, puisque à horizon 2030, le gaz naturel devrait représenter la moitié en fait, de l'énergie vendue à nos clients. D'accord. Et enfin, les électrons, l'électricité, devrait représenter 15% de nos ventes à horizon 2030. Et en parallèle, vous annoncez des baisses d'émissions. Oui. Alors tout à fait, c'est l'évolution de notre mix énergétique qui nous permet effectivement de produire plus et en même temps avec moins de carbone. C'est ça. Et donc c'est le statement que nous avons pris en septembre dernier. Oui. L'objectif que nous avons en septembre dernier, nous avons dit qu'en Europe, les émissions des produits que nous allons vendre à nos clients, donc le scope 3, baisseraient de 30% à horizon 2030. Alors, c'est significatif, hein, puisqu'en fait l'Europe représente 60% en fait, de nos émissions de carbone scope 3. Et donc baisser de 30% ces émissions, évidemment, est significatif. Et donc globalement, entre 2015 et 2030, les émissions globalement scope 3 de nos produits donc, délivrés et vendus à nos clients baisseront. Alors, on connaît Total, producteur de pétrole et de gaz, mais Total est aussi, vous le disiez, un producteur de renouvelables et d'électricité. Or, l'électricité, c'est un domaine qui va croître dans les années à venir, vous nous l'avez dit il y a quelques instants. Et puis, on a souvent entendu M. Pouyanné, votre PDG, dire que pour lui, il considérait que l'électricité allait être l'énergie du 21e siècle. Alors, la stratégie de Total, on la connaît dans le pétrole et le gaz, c'est d'être un groupe intégré sur toute la chaîne de valeur. Donc, vous allez décliner cette stratégie aussi dans l'électricité ? Tout à fait. On a la même stratégie de s'intégrer sur la chaîne de valeur électrique en Europe en particulier, depuis la production jusqu'au client final. D'accord. Et entre la production et le client final, eh ben, il y a le trading et il y a le stockage qui jouent évidemment un rôle très important. Alors, en matière de production, à horizon 2025, nous devrions produire 50 TWh d'électricité, 30 venant issus des fermes renouvelables, des fermes solaires ou des fermes éoliennes. 20 d'électricité produite à partir de gaz, donc 50 TWh. Et en face, nous aurons des clients, l'équivalent de 9, on prévoit d'avoir 9 millions de clients, donc soit des particuliers, soit des professionnels, donc à horizon 2025. Voilà. Ces clients, on va les trouver essentiellement évidemment en France. C'est l'offre en particulier Total Énergie. Oui. C'est l'Empiris donc en Belgique, mais c'est aussi le fruit des acquisitions récentes que nous avons faites en Espagne. Donc on aura une base de clients significative également en Espagne à horizon 2025. Alors vous avez annoncé de nombreux projets dans les énergies renouvelables cette année. Est-ce que vous allez pouvoir maintenir un rythme de croissance à 10 gigawatts par an ? Écoutez, si j'en crois ce qu'on a réussi à faire au cours des 12 derniers mois, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Bon.
On veut une nouvelle fois être un acteur majeur dans le top 5 des producteurs d'énergie renouvelable. Bon, on avait annoncé en février dernier un objectif de disposer de capacités de production brute issues du renouvelable de 25 gigawatts en 2025. Compte tenu finalement de ce track record, du fait que sur les 12 derniers mois, on a réussi à mettre dans notre portefeuille 10 gigawatts supplémentaires, on a porté cette ambition à 35 gigawatts. Donc notre objectif en 2025, c'est de disposer de 35 gigawatts de capacité brute de renouvelables. Et après 2025, donc entre 2025 et 2030, on a annoncé que notre objectif était de croître cette capacité de 10 gigawatts chaque année, donc entre 2025 et 2030. Donc une nouvelle fois, on est confiant sur le fait qu'on va y arriver. On a engrangé un certain nombre de projets tout à fait récemment, en Espagne, en Inde, pour ne citer que cela, en Corée également. On est capable finalement, Total, de travailler partout dans le monde. Et donc, on est très confiant sur cet objectif. Alors sur les 35 gigawatts, on a déjà 25 gigawatts en portefeuille. Donc finalement, pour atteindre l'objectif 2025, il nous manque, entre guillemets, plus que de trouver 10 gigawatts supplémentaires. Voilà. Donc ça crédibilise évidemment fortement cette ambition. Alors vous nous parlez de gigawatts, tout à l'heure c'était les pétajoules, je suis encore perdue avec les millions de barils. Vous pouvez nous donner une petite équivalence ? Eh bien en fait, la production d'électricité en 2025 du groupe devrait représenter l'équivalent de 500 000 barils par jour. Donc voilà. Quelque chose de quand même de très significatif à l'échelle du groupe, sur l'équipe, si je prends toujours cet équivalent barils par jour, sur les 4 millions de barils par jour de production nette prévue à horizon 2025. Alors, ce qui compte énormément pour les investisseurs et pour les actionnaires, c'est la rentabilité de Total. Est-ce que ces activités dans les renouvelables, c'est finalement la grande question, est-ce qu'elles apporteront le même niveau de rentabilité que le pétrole et le gaz ? Alors, pour pouvoir continuer cette politique, cette allocation de capital et croître dans le renouvelable, évidemment, la condition, c'est d'être rentable. Et donc, je ne vais pas vous surprendre, on a effectivement des critères de sélectivité des projets stricts pour s'assurer que les projets sur lesquels nous commettons sont rentables. Et donc notre objectif, c'est d'avoir des projets renouvelables qui délivrent sur la base de notre equity des rentabilités à 2 chiffres, donc supérieures à 10%. D'accord. Alors, on a voulu justement donner de la visibilité sur la création de valeur apportée par les renouvelables lors de notre journée investisseur de septembre dernier. Et donc, on a donné un certain nombre de métriques et donc d'objectifs et de contributions finalement du secteur renouvelable à globalement le cash flow généré par le groupe, le résultat et finalement qu'est-ce que ça va représenter en matière d'actifs. Et donc c'était le slide que vous avez vu. Donc il est important pour nous de donner cette visibilité sur la contribution de ce secteur renouvelable, l'électricité, à l'ensemble des paramètres financiers du groupe. Alors on va passer peut-être rapidement sur la mobilité électrique parce qu'effectivement, Total bouge et les voitures électriques aussi. Donc, comment Total va prendre part à cette transformation, à cette évolution de mobilité ? Je vous donnerai peut-être une première illustration. C'est finalement la co-entreprise que l'on a créée récemment avec le groupe PSA, avec Peugeot, oui. Pour construire finalement un leader européen en matière de production de batteries pour les véhicules électriques. Avec Saft, que vous aviez racheté avant. Voilà, alors effectivement, on utilise Saft, qu'on a acquis il y a quelques années, Saft étant une filiale aujourd'hui à 100% du groupe Total. Alors ce projet, finalement, il met en commun la capacité, l'expertise de Saft en matière de R&D, de recherche et de développement, et évidemment les compétences en matière d'industrialisation de Saft, et en même temps, côté Peugeot, on va bénéficier de la connaissance évidemment de Peugeot en matière d'automobile, mais aussi en matière de production en grande série. Alors on a donc annoncé cette co-entreprise il y a quelques mois. Donc on aura 2 gigafactories, deux usines géantes, une en France à Douvrin et une en Allemagne, pour produire l'équivalent pour produire ce qui représentera des batteries pour 1 million de véhicules par an.
Et donc, ça devrait représenter à peu près 10% en fait, du marché européen en matière de production de batteries. Et je finirai sur ce projet, sur cette illustration, par dire qu'évidemment, ce projet il bénéficie du support, de l'aide, tant de la France, de l'Allemagne, mais aussi des instances européennes. Des États. Alors, on a fait un bon tour sur la stratégie multi-énergie, maintenant avec un S de Total. Et maintenant, vous allez nous expliquer comment, en fait, ça va se traduire en termes de création de valeur pour l'actionnaire. Mais je suppose qu'avant de rémunérer les actionnaires, il faut investir. Et comment allez-vous répartir vos investissements par type d'énergie ? Alors effectivement, il faut préparer le futur, donc il faut investir, mais il faut aussi que la façon dont on va allouer finalement nos investissements soit cohérent avec la nouvelle stratégie, la stratégie multi-énergie dont je parlais tout à l'heure. Alors, si je reviens sur le segment renouvelable électricité, on investissait sur la période 2015-2020 de l'ordre de 1,5 milliard de dollars par an à ce secteur. Sur la période 2021-2025, on portera en fait ces investissements à plus de 2 et plus de 3 sur la période 2025-2030. Donc vous voyez, c'est quand même une croissance forte, un doublement finalement sur une décennie des dépenses ou des investissements alloués aux renouvelables. Et ça représentera, donc sur la dernière période, là, sur 2025-2030, à peu près, plus de 20% en fait, de l'ensemble des investissements du groupe. Donc ça, c'est pour la partie électricité renouvelable. Donc je disais tout à l'heure qu'une autre priorité, c'était le gaz, et en particulier le GNL. Donc on aura un montant, une part de nos investissements qui sera allouée au CAPEX, au GNL sur la période 2021-2025, assez comparable finalement à la part allouée aux renouvelables. Et puis le solde, c'est alloué à nos activités plus traditionnelles, que ce soit en matière d'amont ou d'aval. Ces activités, objectivement, permettant aussi de financer finalement la transformation du groupe en ce groupe multi-énergie. Bien entendu. Alors maintenant, vous allez quand même nous parler d'un élément extrêmement important et très scruté par les investisseurs, c'est la génération de cash flow. D'autant que en fait, l'hypothèse d'un vaccin, maintenant 2 aujourd'hui avec Moderna, fait rebondir les marchés et surtout le cours du baril. Donc c'est plutôt pas mal pour les cours du pétrole et pour vous. Tout à fait. Alors on a annoncé que dans un environnement à $50 au baril, à horizon 2025, notre cash flow devrait progresser de 5 milliards de dollars. Et on a donné la sensibilité à un prix à $60 au baril, donc dans un environnement porté de 50 à 60, on devrait générer à peu près 4 milliards de cash supplémentaires. Bon, ça veut dire comme on a fait le travail, j'ai tendance à dire, depuis la crise 2015, on a un portefeuille qui est résilient et qui pourra bénéficier finalement de l'upside de prix si d'aventure il intervient. Si ça se maintenait. Voilà. Mais une nouvelle fois, comme on n'a pas, il est quand même toujours difficile de prévoir le prix. Notre objectif, c'est bien d'être excellent sur ce qu'on contrôle. L'allocation de nos ressources, c'est l'allocation de CAPEX dont je parlais, d'investissement dont je parlais tout à l'heure, et d'être excellent sur les disponibilités de nos installations. Bien sûr. Mais du coup, comment est-ce que vous allez allouer ce cash flow ? Alors, la priorité, donc numéro 1 à nouveau, donc les investissements pour préparer le futur. Donc, on prend sur la période 2000, on va être prudent sur 2021 puisque on ne sait pas à quel niveau de prix on sera. Donc, on prévoit d'allouer en 2021, donc l'année prochaine, en gros 12 milliards de dollars aux investissements. Mais sur la période 2022-2025, on va dire dans un environnement autour de 50 à 60 dollars au baril, entre 13 et 16 milliards de dollars. Et une nouvelle fois, avec un secteur renouvelable qui devrait bénéficier d'investissements au-delà des 2 milliards de dollars dont je parlais tout à l'heure. Deuxième priorité, les dividendes. Oui. Donc, le conseil d'administration a réaffirmé lors des résultats du 3e trimestre que le dividende était soutenable dans un environnement à 40 dollars au baril. Et ce qui n'était pas le cas chez BPHL. Voilà, vous l'avez noté, donc on n'a pas coupé le dividende. On l'a maintenu malgré la crise, puisque, une nouvelle fois, on a quand même un bilan solide, on a une société avec des actifs résilients et avec un point mort bas et un ratio d'endettement bas. Alors, troisième priorité, donc après les investissements et après le dividende, c'est le bilan, puisque c'est quand même important d'avoir un bilan solide pour faire face à la crise.
Et donc, notre objectif, c'est d'avoir un taux d'endettement sous les 20%. Aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, en introduction, à fin septembre, on est à 22%. Et évidemment, maintenir notre credit rating, donc notre note de crédit A. Et si d'aventure les prix nous le permettent, il y a un rebond des prix et que le taux d'endettement est revenu sous les 20%, ben à ce moment-là, on pourra envisager de faire des buybacks, donc des rachats d'actions. Des rachats d'actions, voilà. D'accord. Alors en ce moment, le rendement du dividende de Total est assez élevé et dans un contexte de taux d'intérêt très bas, c'est quand même attractif pour un investisseur. Ah oui, je crois que historiquement, le dividende de Total a toujours été excellent, offrant des taux de rentabilité forts, effectivement. Alors historiquement, c'était sur le très très long terme un rendement brut de 5,5%. Il se trouve qu'en ce moment, il est un peu plus élevé parce que le cours est bas. Mais bon, peut-être ne le restera-t-il pas éternellement. Il a rebondi. Bon, alors, c'est vrai que avec les vaccins, avec les vaccins, effectivement, bon, je ne sais pas, il est toujours difficile de prévoir une reprise économique mondiale espérée. Aujourd'hui, on a au cours actuel, et compte tenu du fait qu'on a une nouvelle fois maintenu le dividende, on a des rendements autour de 8%. Voilà. Honnêtement, on est convaincus, et le board en particulier, qu'avec finalement la trajectoire, la transformation du groupe en un groupe multi-énergie, tout en maintenant un dividende attractif, on offre aux investisseurs finalement un investissement attractif, et donc tout ça devrait quand même conduire à une revalorisation de l'action de Total. Écoutez, merci beaucoup. On va essayer de répondre quand même à quelques questions de nos internautes. Première question, quelles sont les perspectives de développement de Total dans l'hydrogène? Je vais vous demander d'être un peu rapide, parce qu'après, il y a une autre question sur les projets éoliens en mer, et j'aimerais qu'on y réponde avant la fin. Il nous reste que quelques minutes. Eh bien, écoutez, sur l'hydrogène, finalement, il y a deux axes en particulier qui nous intéressent. C'est évidemment l'hydrogène pour décarboner notre gaz, donc injecter finalement de l'hydrogène dans les réseaux pour décarboner le gaz, et puis évidemment l'utilisation de l'hydrogène dans les transports. Alors, on travaille sur ces deux volets en particulier. On a un certain nombre de stations en particulier d'hydrogène en Allemagne, je crois qu'on en a 26. Et on travaille aussi donc à l'utilisation de l'hydrogène dans les réseaux de gaz. Mais tout ça ne suppose évidemment que l'hydrogène qu'on va utiliser soit lui-même décarboné, donc soit de l'hydrogène dit vert ou de l'hydrogène dit bleu, donc vert, produit à partir de l'hydrolyse de l'eau, mais en utilisant une source d'énergie renouvelable, ou alors bleu, donc produit à partir de gaz avec un système de capture du CO2 qui est émis lors du processus industriel. Alors on a un projet en fait d'hydrogène vert dans notre bioraffinerie de la Med. Alors, vous avez aussi des projets, pardon d'accélérer, mais vous avez des projets aussi dans l'éolien en mer, en France, en Angleterre. Vous y croyez vraiment beaucoup? Ah oui, en fait, c'est des projets qui sont effectivement plus chers que les projets solaires ou des projets éoliens terrestres, mais je pense qu'on a un vrai avantage compétitif chez Total. On sait ce que c'est que produire et designer des installations offshore. D'ailleurs, c'est l'équipe qui est en charge de l'offshore, l'équipe exploration-production, qui aussi s'occupe de cette partie offshore éolien chez Total. Bon, les prix devraient baisser. On a vu quand même en matière de renouvelables, en matière de solaire en particulier, sur les 10-15 dernières années, fait des prix qui n'ont cessé de baisser. Bon, et puis la beauté quand même de l'offshore, c'est qu'on a quand même des rendements, puis il y a plus de vent, donc on a des rendements qui sont quand même bien meilleurs. Donc ça, évidemment, ça permet aussi d'améliorer les économies, même avec des investissements plus élevés, qui représentent une allocation de capital plus élevée que sur des projets renouvelables classiques. Écoutez, monsieur Jean-Pierre Viard, merci beaucoup, Jean-Pierre Sbraer. Merci. Merci pour ces quelques instants passés ensemble. Le prochain intervenant de Total sera Philippe Sauquet, directeur général Gas Renewable and Power, le lundi 30 novembre à 18h50. Et c'est sur le thème « Devenir un leader mondial des renouvelables ». Restez bien avec nous parce que dans quelques instants, vous allez retrouver Denis Lantoine et Alexandre Baradès, qui est le responsable des analyses marchés d'IG France, pour parler bourse, pour parler perspectives des marchés financiers.